Bonjour, cette vidéo est une présentation d'un travail qui a été demandé dans le cadre du cours Dynamique des systèmes mécaniques. Ce travail a été réalisé par Florian Desneux ainsi que par moi-même, Kacha Fayoub, et portera sur l'analyse mécanique d'une éolienne. Comme choix de système à modéliser, nous nous sommes donc tournés vers le mât d'une éolienne. Les palmes seront donc négligées. Nous ferons ici l'hypothèse que notre tour évoluera de manière constante, c'est-à-dire que son rayon sera constant. Nous travaillerons donc simplement avec la tour et en son sommet, la nacelle. Pour ce faire, nous avons décidé de passer par plusieurs méthodes. En effet, nous passerons donc par, premièrement, le cantilever beam, ensuite la théorie des poutres Euler-Bernoulli, et enfin, nous passerons par une approche en 3 dimensions à l'aide de SolidWorks. Maintenant, voyons quels sont les différents intérêts de modéliser cette éolienne. Nous savons que nos éoliennes sont de très hautes structures qui atteignent souvent plusieurs dizaines de mètres de haut. Leurs diamètres sont donc très petits comparés à leur hauteur. Et ces structures peuvent être soumises à plusieurs forces externes. Ces forces peuvent être soit dues au vent, soit aux vagues et au vent, dans le cas d'une éolienne offshore par exemple. Ces différentes forces pourraient alors créer un phénomène de mise en résonance de notre structure. Il est donc important de la modéliser, car cette résonance créera alors une fatigue de nos matériaux qui, à terme, comporterait des risques de cassure de notre structure, comme nous pouvons le voir sur les exemples suivants. Pour le modèle cantilever beam, nous avons décidé de décomposer notre tour en plusieurs morceaux, dans notre cas en n morceaux, composés à chaque fois d'une masse et d'un ressort, à laquelle on ajoutera en son sommet la masse de la nacelle. Maintenant que nous avons le modèle, nous pouvons construire dès lors la matrice de masse M. Cette matrice sera simplement composée de la masse de la tour divisée par n et à laquelle on ajoutera au dernier élément la masse de la nacelle. Nous pouvons aussi déterminer la matrice de rigidité K, mais avant cela déterminer la constante de raideur de la tour, qui est simplement le module d'élasticité de Young multiplié par 3 multiplié par le moment d'inertie divisé par L cube. On peut aussi trouver les vecteurs propres, comme on sait que A fois V égale à lambda V. Et déterminer aussi la matrice modale de raideur comme suivant. On peut maintenant en dessiner les modes de résonance de notre système, que l'on a réduit à n égale 1 point, n égale 10 points et n égale 30 points. On voit que si on utilise simplement n égale 1 point, nous n'avons pas accès à la deuxième fréquence de résonance. Et on voit que la première fréquence de résonance est complètement différente des deux autres. Et que si on augmente le nombre de points à n égale à 10 et n égale à 30, on voit que l'on obtient significativement la même chose pour les deux premières fréquences de résonance. Et donc, pour accélérer nos calculs, on restera sur n égale à 10 points. Afin d'améliorer notre modèle, on doit donc considérer les moments qui interagissent entre les différents éléments de nos différentes poutres. Donc, pour faire ça, on doit s'intéresser à la théorie des poutres d'Euler et Bernoulli, qui décrit le mouvement des poutres pour de petites variations en ignorant le cisaillement. Donc, si on regarde l'équation ici, on voit qu'elle décrit le mouvement de la poutre oméga en fonction de la position et du temps. Et on peut considérer une certaine charge sur cette poutre.
Si on s'intéresse maintenant plutôt à un élément de poutre, afin de faire une analyse aux éléments finis, on peut représenter un élément comme ceci. Il y a une certaine longueur, des interactions des deux côtés, et il y a donc 4 degrés de liberté. Il y aura donc une interaction, un lien entre les forces et les moments, et les déplacements ici V1, θ1, V2, θ2. On voit que ce lien, ce sera la matrice de rigidité, et on retrouve dans la littérature qu'elle est donnée par cette équation-ci. Enfin, on peut aussi retrouver la matrice de masse, qui sera donnée par cette matrice-ci. Maintenant, ça nous donne donc les matrices pour un seul élément. Il faut donc associer différents éléments en considérant que l'élément commun à chaque fois, le degré de liberté commun, ce sera entre les poutres ici, M2, θ2 et F2, V2. Donc, à chaque fois, on devra prendre une matrice K, la déplacer de 2 lignes et de 2 colonnes, et l'assembler avec la matrice K globale. On fait la même chose avec la matrice M, et ça nous permet d'obtenir donc les matrices K globales et M globales qui décrivent l'ensemble du problème. Enfin, comme on sait que nous, la base de l'éolienne sera encastrée, on peut dire que V1 et θ1 sont nuls. Donc ça nous amène à, pour le premier élément, une fois qu'on a la matrice K globale et M globale, à supprimer les deux premières lignes et les deux premières colonnes. Enfin, il faudra ajouter la masse à l'avant-dernier élément qui concernera la translation du dernier point, et on aura les matrices K et M globales qui nous permettent de décrire le problème et de faire nos simulations. Donc, comme expliqué sur le slide d'avant, il faut assembler les matrices pour former une matrice de rigidité globale. Ici, il y a un exemple donc pour une poutre découpée en deux éléments. On retrouve ici en noir la matrice de rigidité du premier élément, et en rouge, on retrouve la matrice de rigidité du deuxième élément. On voit que les éléments ici au milieu de la matrice, qui concernent le deuxième point ici, ont été assemblés et donc simplement sommés afin de créer, donc d'assembler la matrice globale. Ensuite, si on ajoute une masse ici, on voit que pour K global, pour la matrice de rigidité, ça ne changera rien. Par contre, comme expliqué au slide d'avant, pour la matrice de masse, on ajoutera à l'élément diagonal de la translation concernant le troisième point ou le dernier point, on ajoutera la masse de la nacelle. Donc le code MATLAB qui permet d'assembler les matrices de rigidité et de masse d'un élément pour n éléments est montré sur ce slide-ci. Donc d'abord, on crée la matrice K pour un élément et la matrice de masse pour un seul élément. Ensuite, on a une boucle ici qui va assembler pour les n éléments, alors 2n car il y a bien à chaque fois pour chaque élément 2 degrés de liberté, qui va donc assembler les matrices. Et ensuite, à la toute fin, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les deux premières lignes, on ne les considère pas, les deux premières lignes ni les deux premières colonnes, car on se rappelle que la base de l'éolienne est encastrée, et donc les éléments concernant ce point-là sont nuls. Et ensuite, on ajoute à l'élément diagonal concernant la translation du dernier élément, dans la matrice de masse, on va ajouter la masse de la nacelle. Comme ça, elle est bien prise en compte par notre problème. Après cela, on peut donc effectuer l'analyse fréquentielle du système. Comme pour la première méthode, on fait exactement les mêmes étapes. D'abord, on calcule les vecteurs propres, on en extrait la fréquence. On va ensuite normaliser les vecteurs propres avec l'élément le plus grand de chaque vecteur, afin qu'il soit normalisé avec une amplitude de 1. Ensuite, on peut dessiner les deux premières formes modales correspondant aux deux premières fréquences de résonance de l'éolienne pour ce problème-là. Cela nous donne ceci. Donc pour un élément, on voit que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on n'a pas une forme très complète, on a simplement une droite. Cependant, on voit que la fréquence est quand même plus proche des autres fréquences qu'on avait obtenues avec la première méthode. Ensuite, si on prend 10 éléments, on voit qu'on commence à avoir des formes modales beaucoup plus complètes et qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on pourrait attendre, notamment la première forme modale donc en bleu,
qui paraît tout à fait logique d'un point de vue physique. On voit en effet qu'au niveau de l'encastrement, il y a un moment qui empêche la torsion et ça paraît beaucoup plus logique. Au niveau des fréquences, si on analyse entre 10 éléments et 30 éléments, qui est la troisième image, on voit que les fréquences obtenues sont pour les deux premières fréquences propres très proches l'une de l'autre, ce qui nous indique qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 30 éléments, notamment quand on commence à vouloir appliquer des forces et donc inverser les matrices, avoir des matrices de 30 éléments, enfin plutôt 60 car il y a également les angles, ça commence à faire de grosses matrices à inverser pour MATLAB. Maintenant, nous pouvons analyser notre poutre encastrée sujette à différentes sollicitations. Nous allons faire ces sollicitations sur MATLAB, sur le modèle modélisé par la méthode d'Euler. Comme, comme sollicitation, nous allons d'abord réaliser un step sur notre mât, ensuite une impulsion, et enfin nous terminerons par un sinus de fréquence 0,884 Hz, qui est justement la fréquence de résonance de notre système. Nous allons donc finir par modéliser par un sinus à la fréquence de résonance. Nous voyons que lorsque la première sollicitation appliquée sur notre mât est un step, nous voyons clairement que la poutre, lorsqu'elle reviendra à sa position d'origine, sera forcée de revenir de là d'où elle vient, car notre force est constante. Lorsque maintenant la force appliquée sur le mât est une impulsion, nous voyons clairement que la poutre oscillera autour de sa position d'origine sans jamais s'arrêter, car nous n'avons pas réalisé les amortissements. Enfin, pour la dernière sollicitation appliquée, qui est un sinus à la fréquence de résonance, nous voyons clairement que notre poutre oscillera autour de sa position d'origine, tout en augmentant à chaque fois son amplitude. Pour la troisième méthode, nous nous retrouvons dans SolidWorks. Alors, donc après avoir modélisé notre éolienne comme étant un grand tube de 30 mètres de long et de la même épaisseur que dans MATLAB, il faut donc lui appliquer un matériau. On a ici appliqué un matériau personnalisé dans lequel nous avons personnalisé le module d'élasticité comme étant 210 gigapascal. Ensuite, il suffit de créer une nouvelle étude et de faire une étude de fréquence. Nous avons ici déjà fait cette étape-là, donc on a fait une étude de fréquence et on a converti l'éolienne comme une poutre. Ensuite, il suffit de dire à la poutre qu'elle est encastrée en bas et on applique une certaine masse, dans ce cas-ci une masse de 7900 kg à son sommet, c'est la masse de la nacelle. Après avoir donc exécuté l'étude, on peut en récupérer les résultats et on peut visualiser les déformés modales. On peut également demander à SolidWorks de nous animer notre forme modale, ce qui nous montre un petit peu comment la forme modale vibrerait. On peut également faire ça pour la deuxième fréquence de résonance. Et on peut aussi créer une nouvelle étude où cette fois-ci on considère l'éolienne comme étant une forme géométrique et on ne fait pas l'hypothèse que c'est une poutre. Et à nouveau, facilement SolidWorks peut nous donner le résultat. Il nous donne cette fois-ci des résultats légèrement différents, 1,3 Hz pour la première déformée modale et 7,9834 pour la deuxième déformée modale. L'avantage donc d'utiliser SolidWorks est que si on a à notre disposition un modèle très complet de l'éolienne, avec notamment la nacelle, les pales et le mât, on peut faire une analyse de résonance très complète qui nous donnera donc les résonances exactes de l'éolienne si elle est construite comme décrite dans SolidWorks. Donc voici ici deux slides qui reprennent les résultats obtenus dans SolidWorks. Donc ici pour l'éolienne considérée comme une poutre. Et sur ce slide-ci, c'est la géométrie exacte de l'éolienne. On voit que les fréquences de résonance sont légèrement différentes. Maintenant, comparons les résultats des trois méthodes. Pour la première méthode,
la première fréquence de résonance n'est pas bonne, mais elle n'est pas si éloignée de ça que les autres. En effet, elle est éloignée d'environ 15%. Mais sa deuxième fréquence est quant à elle complètement fausse. Mais dès que l'on prend en compte le moment, comme dans la deuxième méthode, on obtient deux fréquences de résonance bien plus proches de ce que l'on peut avoir grâce à SolidWorks. On voit aussi que la méthode 2 et la méthode 3 poutres nous donnent significativement les mêmes résultats. Et enfin, pour la méthode 3 géométrie exacte, on ne néglige pas les efforts de cisaillement, alors que avec Euler-Bernoulli, ces efforts avaient été négligés. Elle se rapproche donc bien plus de la réalité, car elle tient en compte les moments d'inertie et le cisaillement. Et enfin, on peut comparer donc les formes modales des différentes méthodes. On a ici en bleu, qui est tout droit, la première déformée modale de la première méthode. En bleu, mais avec une légère courbe, la première déformée modale de la deuxième méthode. Et dernièrement, la première déformée modale donnée par SolidWorks. Il est important de ne pas comparer les amplitudes des mouvements, tout simplement car les déformées modales proviennent des vecteurs propres et que un multiple d'un vecteur propre reste un vecteur propre, ce qui veut dire que l'amplitude ne dépend uniquement que de la manière dont nous avons fait la normalisation. Il est important de plutôt comparer les formes. On voit que pour la première méthode, on a vraiment une jolie droite et que ici, à la base, il n'y a pas de moment qui empêche la rotation. Donc c'est là le principal souci de la première méthode, c'est qu'il n'y a pas d'interaction au niveau des moments entre les différents éléments de poutre. Avec la deuxième méthode, on voit que cela a été corrigé et que la déformée modale correspond beaucoup plus à ce qu'on pourrait obtenir via SolidWorks. La conclusion, c'est que la méthode 1 ne correspond pas du tout aux autres méthodes, car il y a de grosses simplifications du système. La méthode 2, elle prend en compte les différents moments de force présents dans la poutre, mais elle néglige quand même le cisaillement. C'est ce qui notamment peut expliquer la différence entre la méthode 2 et la méthode 3, surtout pour la méthode 3 qui considère la géométrie exacte de l'éolienne. Comme expliqué lorsque l'on était dans SolidWorks, la méthode 3 est la plus complète et est celle qui devra être utilisée si on possède un modèle précis de notre éolienne ou de notre structure. Et donc en pratique, c'est souvent ce qui va être fait.